Super. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut Najma. Bien. Tu vas bien? Super bien. Ouais. Super. Je suis ravie de démarrer le Twitch de l'année 2023 avec toi. Pour parler, alors on avait mis comme titre intelligence artificielle et apprentissage. Et à la dernière minute, j'ai reformulé le titre aux grandes dames de l'équipe du lab en proposant comme titre intelligence artificielle pour mieux apprendre, point d'interrogation. Donc c'est un peu ce qu'on va explorer avec toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vois qu'on a des fidèles, je reconnais des fidèles à nos Twitch. Donc soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Bonjour, Kim. On est donc très content de parler d'intelligence artificielle, certes, mais peut-être avant cela. Déjà, je vais te laisser te présenter. Et puis après, je ferai un peu de storytelling de notre rencontre, mais je vais le faire très vite pour expliquer pourquoi, en fait, on s'est un petit peu posé des questions autour de cette technologie il y a déjà quelques années. Absolument. Donc c'est pas nouveau et après bien évidemment on vous fera un petit clin d'œil avec GPT Chat que tout le monde est en train de tester de partout donc voilà. C'est ça. Alors Nejma, dis-moi tout. Alors pour ceux qui me connaissent, donc je suis une psychologue cognitiviste donc de formation. Et je suis également cofondatrice et product manager chez Neuronis sur le produit Knowledge, donc un produit qui est spécialisé sur l'intelligence artificielle et qui permet de générer automatiquement des activités pédagogiques du type vidéo interactive, questions, flashcards, tout ça en se basant effectivement donc, sur l'intelligence artificielle. Oui, très bien. Voilà. Et donc, avec Nejma, on travaille ensemble depuis quelques années, donc avec l'IFIS, avec IFIS Lab, au travers effectivement d'un partenariat qu'on avait mis en place avec Neuronis, justement parce que, on se posait déjà la question de comment est-ce qu'on peut... alors, il y avait quand même je pense qu'il y avait deux axes. Il y avait comment est-ce qu'on peut aider à mieux apprendre, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on apprend effectivement en formation, dans des cadres formels, en présentiel, en e-learning, etc. Donc, mais le temps de l'apprentissage nécessite parfois, et même souvent, d'être confronté soi-même, tout seul, finalement, à des moments où on doit apprendre seul. Alors, jamais sans les autres, mais quand même, à un moment donné, on doit se confronter à soit de la lecture, à du contenu, à des révisions, etc. Et donc, on s'est dit, effectivement, est-ce qu'on peut aider les gens à mieux apprendre quand ils sont seuls? C'est quelque chose qu'on explore ensemble, on en discutera. Et puis, l'autre question, il y a aussi, aujourd'hui, on a plein de contenus qui sont disponibles. Et c'est encore plus vrai, je pense, que par rapport à quand on a commencé à travailler avec Neuronis. Mais la question est comment est-ce que tous ces contenus, finalement, qui sont disponibles, on arrive, en fait, à les orchestrer au service d'objectifs, d'apprentissage, et donc comment est-ce qu'on peut aider et accompagner la conception pédagogique. Donc voilà, c'est un peu les deux thèmes, je pense, tu me dis, mais je pense qu'on pourrait vraiment dire que c'est les deux sujets sur lesquels on travaille. Oui, totalement. Donc, Knowledge est arrivé effectivement pour répondre avec nous à cette question. Donc on a mis en place des choses qu'on est en train de tester. Plus que tester, adopter, nous dit Kevin. C'est ça. Donc effectivement, dans le chat, donc nous on va vous inviter en fait. Là on est plutôt sur un format un peu échange et discussion. Donc on va tester des petites choses avec vous. Mais c'est vrai qu'on voulait commencer à engager la réflexion avec vous sur aujourd'hui l'intelligence artificielle telle que vous la percevez, telle qu'on en entend parler, telle qu'on l'imagine aussi, peut-être telle qu'on l'a fantasmée avant, telle qu'on la voit peut-être de manière un petit peu plus précise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en attendez ? Ça serait intéressant aussi de voir ce que vous en attendez.
aujourd'hui, mais dans le périmètre d'apprendre, développer ses compétences, après pourquoi pas autre chose, ou diffuser, ou créer des contenus, ou etc., etc. Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à ça? Je pense que ça aussi, il ne faudra pas hésiter. Peut-être avez-vous développé aussi des usages déjà, ou voilà, on va voir un peu la différence entre tester ChatGPT pour le tester et le mettre un peu à l'épreuve. J'ai vu d'ailleurs ce matin sur LinkedIn, il y avait un petit post de ChatGPT en disant arrêtez de mettre au défi avec des questions qui n'ont pas de sens. ChatGPT, vous allez le rendre fou. C'était stop bullying. Ouais, c'était ça. C'était arrêter de me harceler. Arrêtez de me harceler avec des questions qui n'ont pas de réponse. Donc vous nous direz si vous avez des questions là-dessus. Mais avant cela, voilà, finalement, de quoi on parle. Quand on parle d'intelligence artificielle, pour ce qui nous concerne, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Est-ce qu'on peut peut-être préciser un petit peu ça aussi? Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence. Et donc avec l'intelligence artificielle, ce qu'on cherche à faire finalement, c'est imiter les fonctions cognitives humaines artificiellement. Donc c'est se dire qu'on va développer un système informatique qui va pouvoir faire des choses que nous pouvons faire, du type écrire un texte. Donc c'est le cas avec ChatGPT. Et donc les possibilités, elles sont multiples. On a déjà utilisé l'intelligence artificielle, notamment avec Siri ou Alexa, ou ce genre d'usage qu'on connaît très bien. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle du coup... qu'aujourd'hui, ça fait un bout de temps que ça existe, mais réellement, ce qui se cache derrière ChatGPT, c'est GPT-3, qui est Generative Pre-trained Transformer. Et donc, c'est des réseaux neuronaux, en fait, des réseaux de neurones artificiels qui sont extrêmement puissants et qui permettent de générer du texte, de générer du contenu. Et donc, et qui se rapprochent de plus en plus aux fonctions humaines de pensée. Et donc, je te propose, Nora, d'ouvrir le bal avec un test de ChatGPT. Alors, on va vous proposer effectivement... Donc, normalement, vous devez voir un petit peu... voilà, vous devez voir notre écran. Donc, justement, et si on lui posait la même question que celle que je t'ai posée, à savoir... Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Absolument. Alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est quand je me suis connectée à ChatGPT, il m'a quand même demandé « Est-ce que je suis un robot ?» Tu sais, quand je me suis connectée, je me suis dit « Bon, le captcha. » Alors, qu'est-ce que... Hop, pardon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface ChatGPT. Donc, vous avez juste à vous connecter sur cette interface et poser les questions que vous souhaitez à ChatGPT, qui est une intelligence artificielle sous forme de chat, en fait, de chatbot. Donc, tu vois, j'ai une petite coquille. Est-ce que ça va se lancer? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup testé, et pour le coup, ChatGPT à peine, mais ce que j'ai beaucoup testé, moi, c'est DALL-E. Oui. Pour créer des images. Alors, et du coup, je me suis beaucoup amusée. Donc là, il est en train un peu de réfléchir, on dirait, ou pas. Je ne sais pas si c'est le terme, en fait. Il est en surcharge, peut-être. Ou peut-être qu'il est en surcharge. C'est possible. Donc, j'ai testé DALL-E. Donc, DALL-E, là aussi, c'est OpenAI qui vous le propose. Et je vous invite vraiment à le tester. Vous allez en fait rentrer une description d'un petit... voilà, d'une image ou d'un tableau, de quelque chose que vous imaginez, je sais pas, une fenêtre ouverte sur l'océan avec dans le ciel, je sais pas, un oiseau magique avec plein de couleurs, enfin voilà. Et en fait, vous donnez sa description et il va vous générer là aussi automatiquement en fait des images avec des styles que vous allez pouvoir préciser, soit des styles, comment dire, de peintres reconnus, soit etc. Et du coup, là aussi, ne serait-ce que sur une description très très fine, vraiment, juste un tout petit texte, en fait, j'ai réalisé que je me suis vraiment posé la question de la manière dont ça faisait retravailler la précision du langage. Parce qu'en fait, ça réinterroge la manière dont nous-mêmes, finalement, on cherche à écrire ou à décrire une idée. Exactement. N'hésite pas à le relancer si tu penses. Je vais rafraîchir la page. Hop. Tu peux retenter, on verra bien si ça passe. Mais oui, effectivement. Et puis d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire là en ce moment, donc là, Nora donne une instruction à ChatGPT pour produire un texte. C'est ce qu'on appelle le prompting donc, en anglais.
Et c'est une étape qui est extrêmement importante. Et effectivement, en fonction de la précision et comment est-ce que tu vas formuler cette instruction, tu vas avoir un résultat qui est différent. Et donc l'instruction, faut la choisir parfaitement, correctement et la fine-tuner aussi. Il ne faut pas hésiter à redemander à l'IA de préciser notamment la génération. On peut faire l'essai là maintenant, après la définition. Ah bah là pour le coup on a une définition qui est quand même assez complète, hein, un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines qui ont des comportements semblables à ceux de l'intelligence humaine. Toi tu parlais déjà d'un comportement semblable qui était de générer en fait du texte, c'est ça. Mais en fait de générer du langage finalement. Exactement. Finalement on est Oui. Mais ce qui nous caractérise, c'est le langage. Exactement. Et ChatGPT est un modèle de langage. Oui, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander du coup de nous préciser ? On peut lui demander... on pourrait demander de nous donner des exemples d'intelligence artificielle. Si vous souhaitez demander des choses à ChatGPT, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Donc, des exemples d'applications courantes. Bon, jusqu'à présent, il nous a pas appris beaucoup plus de choses que ce que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, c'est très juste. Alors, reconnaissance, effectivement, les systèmes de reconnaissance des visages, apprentissage automatique. Oui. Ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez, hein. Jeux vidéo. Alors, finalement, si je reviens un petit peu comment l'IA peut remplacer, ça me plaît bien, Kevin. Alors, remplacer ou faire évoluer les métiers d'aujourd'hui ou les deux ? On va poser alors, l'intelligence, comment on peut lui demander ça artificielle ? Peut-elle remplacer ? Ouais, ça, c'est les métiers. Remplacer l'humain, en fait. Il insiste, remplacer. Oui, c'est ça que tu veux. Ah, donc quels sont les métiers, tu veux ? Attends, peut-elle remplacer les métiers d'aujourd'hui ? Quels métiers vont apparaître grâce à l'IA ? Eh bien, il y a un nouveau métier qui est apparu, c'est Prompting Engineer. Donc, c'est des personnes qui se spécialisent dans les instructions à donner à l'IA. Donc, ce qu'on est en train de faire. Il y a des personnes qui se spécialisent là-dedans. Après, il y a des personnes qui disent que c'est vraiment un nouveau métier qui va perdurer, d'autres qui disent que finalement, c'est un peu une solution intermédiaire. Que finalement, donner des instructions à l'IA, prompter, c'est un peu du bricolage, en fait, pour l'instant. Et que c'est plutôt une solution court terme, donc un métier plutôt court terme, qui va probablement être utile pendant peut-être 5 ans. Et qu'ensuite, peut-être... Le temps qu'on n'ait plus besoin, justement, Exactement. peut-être d'affiner, en fait... Tout à fait. Parce qu'on aura des modèles plus puissants et beaucoup plus capables de détecter le langage humain, c'est ça, en fait. Exactement. Il y a des personnes qui disent que finalement, c'est juste... Aujourd'hui, prompter, en fait, c'est une situation de bricolage. Là où on a l'impression d'être maître de la production, c'est finalement une fonctionnalité qui a été donnée pour venir pallier, en fait, peut-être une limite de l'IA. Alors regarde Kevin, on a quelques réponses quand même qui sont... l'IA remplace certains emplois qui sont répétitifs, qui peuvent être automatisés. C'est assez intéressant parce que nous, on avait, dans le cas d'IFIS Lab, on avait justement organisé des ateliers sur l'intelligence artificielle dans les industries de santé. Donc on avait abordé la question de l'intelligence artificielle, mais dans le secteur de l'industrie du médicament et puis de l'industrie cosmétique. Et c'est vrai que, voilà, très clairement, dans les emplois identifiés, oui, tout ce qui va être un peu répétitif, à faible valeur ajoutée. C'est intéressant. Il est important de noter que l'IA ne peut pas remplacer certaines compétences humaines comme la créativité, l'empathie, la prise de décision. Ça, c'est un peu... En situation incertaine. En situation incertaine. Et d'ailleurs, il me semble qu'en psychologie cognitive, la définition, je ne sais plus, de la compréhension, c'est pouvoir aussi s'adapter à des situations nouvelles. Ouais. Et donc, effectivement, là, est-ce que l'IA est capable de le faire ? En tout cas, pour l'instant, c'est quand même notre supra-capacité en tant qu'humain. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Et puis là, on a aussi la créativité. Pour la créativité, ça peut se débattre finalement parce que tu as testé DALL-E ? Ouais. Et alors, c'est vrai que ça questionne. Donc, Kevin, donc on poursuit justement. Donc,
la question un peu de ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, disant que l'IA va pas pouvoir remplacer a priori certaines. En tout cas, c'est ce que nous répond ChatGPT maintenant. Exactement. Ça veut pas dire que. Donc la question de la créativité, c'est vrai que ça c'est un peu un sujet, ne serait-ce que. Alors moi, je l'ai exploré vraiment. Voilà, sur certaines images en particulier que j'avais envie effectivement de créer, mais on se pose la question à quel moment c'est un processus de création, mais c'est déjà des questions qui se posaient en réalité, par exemple, tu sais, tout ce qui est utilisation de la 3D, de la réalité virtuelle, où il y a déjà en fait la question de la création, et donc de l'usage en fait du digital dans comment dire, versus tu sais, l'espèce de dualité entre l'art tel qu'il se fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies et puis un art qui est quand même plus ancien, plus académique, donc ça pose cette question-là. Mais je suis persuadée que là aussi il va y avoir des évolutions en fait entre qu'est-ce qu'une œuvre d'art quand elle est créée par à moitié un humain et à moitié une intelligence artificielle. Ouais. Bah, c'est la question des droits d'auteur. Que posent finalement les modèles, le modèle GPT-3, les gros modèles qui génèrent à d'autres places et on est un peu dans une zone grise. Et il y a eu le cas en fait où un étudiant, me semble, avait gagné un concours en utilisant, je sais plus si c'était Dali ou Midjourney, mais avait utilisé une intelligence artificielle pour créer sa création et a gagné le concours. Donc, est-ce qu'on est quand même qui est propriétaire du coup de la production et est-ce que c'est légitime de dire j'ai prompté, j'ai donné une instruction, je savais ce que je voulais faire, l'IA a exécuté pour moi. Oui, et dans quelle mesure elle est juste simplement exécutante. Exactement. Ou est-ce que l'IA apporte quelque chose. Et d'ailleurs au passage, si vous testez Dali, moi quand je l'avais testé, eh bien quand tu l'exportes, il y a une formule, justement, crédit image. Donc, il y a vraiment la question. Alors, j'ai pas été creusée, mais crédit, et il y a marqué AI fois. Donc, en fait, c'est un crédit partagé entre moi et Dali. Donc, ça m'a fait un petit peu bizarre. Et donc, Kevin, la dernière phrase en fait de réponse, c'est « Il est donc important pour les employeurs de travailler pour former les employés aux compétences nécessaires pour les emplois de demain qui seront de plus en plus liés à l'IA. » Bon, l'IA jouera un rôle plus important dans l'optimisation et l'amélioration des processus existants. Effectivement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette question de... Si on revient quand même sur la première phrase, le premier argument, c'est quand même remplacer pour tout ce qui est toutes les tâches répétitives et fastidieuses. Et donc là, effectivement, complètement, on en veut là de l'IA parce que si on revient à Knowledge, nous, ce qu'on permet, c'est pouvoir générer des questions pertinentes qui vont permettre d'évaluer la connaissance d'un apprenant. Générer des questions, trouver les bons distracteurs, etc., c'est hyper laborieux, c'est hyper long. On peut passer des heures, voire des semaines, quand il y a des allers-retours avec les experts, pour créer un questionnaire, pour créer une activité qui fasse sens et qui permette à l'apprenant réellement d'apprendre. Tandis qu'avec l'IA, on peut, en fait, en gardant toujours l'humain dans la boucle, générer beaucoup plus rapidement des contenus qui fassent sens, des exercices qui fassent sens, et favoriser en fait l'apprentissage, permettre l'apprentissage. Et on n'est plus sur... je pense qu'il y a aussi un changement aussi un peu qu'on veut faire évoluer depuis très longtemps, mais là il est presque forcé, c'est-à-dire qu'avant on évaluait pour évaluer la connaissance, c'est-à-dire donner une note, on était sur une évaluation plutôt finale à la fin d'un semestre, etc. Et maintenant peut-être qu'on va encore plus se tourner vers l'apprentissage formatif où en fait je m'évalue pour apprendre, je me teste pour apprendre, tester pour apprendre. C'est quelque chose qu'on pousse, qu'on veut voir, mais qu'on voit pas tant que ça parce que c'est très 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 coûteux. En fait, c'est coûteux, c'est chronophage. En fait. C'est extrêmement chronophage, c'est très coûteux. On passe énormément de temps à créer des activités pour apprendre, et du coup on n'en fait pas parce que ça prend trop de temps. Et avec l'IA, on va pouvoir aussi changer aussi les pratiques. En fait, il y a des changements potentiels au niveau des pratiques, à la fois d'enseignement, mais aussi d'apprentissage. Oui, et finalement, ça peut permettre, tu as raison de le souligner, parce que finalement, on sait déjà, ça c'est la recherche qui nous le dit depuis un petit moment déjà,
la meilleure façon d'apprendre, c'est quand même effectivement de se questionner. Enfin, à un moment donné, de répondre à des questions et donc de ne pas être justement sur la question de la lecture passive versus la lecture active sur lesquelles... et c'est vrai, et d'ailleurs, il y a quelques années, quand on avait commencé justement à travailler ensemble sur le sujet, donc la question qu'on s'était posée, c'est comment est-ce qu'on favorise effectivement la création d'activités pédagogiques dans le cadre des formations qui sont délivrées par l'IFIS. Exactement. Et qui sont des activités pédagogiques qui vont finalement favoriser le fait de se confronter en fait à des questionnements ou à voilà, on parle beaucoup de pédagogie active, mais souvent c'est un comment dire, ce que ça suppose derrière, c'est surtout de se centrer sur des activités de l'apprenant. Absolument. En fait, finalement, on parle de pédagogie active, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est favoriser de l'engagement, favoriser de l'interactivité et forcer ce qu'on appelle, tu sais, l'apprentissage par le test, c'est le retrieval practice, c'est récupérer l'information dans sa mémoire. Et puis si l'information est correcte, si j'ai une question, que la réponse que je donne est correcte, eh bien un renforcement. Si elle est incorrecte, eh ben, finalement je me mets à jour en fait. Donc c'est là où on vient challenger ses connaissances. Souvent ce qu'on fait quand on lit passivement, c'est on a un peu l'illusion de la connaissance. Ouais, l'illusion de la connaissance, mais ça je le sais. Ça je sais. C'est finalement quand on se teste qu'on se rend compte que en fait je maîtrise pas forcément ce sujet-là. Donc ça permet une pratique, toute une approche un peu métacognitive en fait aussi. Ça permet une métacognition. Et ça permet surtout, en fait, d'apprendre aussi beaucoup plus rapidement et plus efficacement, il faut aussi le dire, que de la lecture passive. Je crois qu'on a des petites questions. Alors, Yazid, ne pensez-vous pas que dans le cadre des activités de génération, ce type d'outil pourrait être un frein à la créativité? Qu'est-ce que la créativité? Il faut en faire un Twitch là aussi. Qu'est-ce que la créativité? Il y a des gens qui sont spécialistes de la question. Mais dans ces cas-là, Yazid, je sais pas, ta question me fait penser un peu à peut-être... À mon avis, c'est une question qu'on s'est à chaque fois posée dès qu'il y avait un nouvel outil qui venait un petit peu peut-être compléter l'activité humaine ou la re-questionner, etc. Et de se dire, oui, mais est-ce qu'on perd notre capacité à être créatif finalement? Je ne suis pas certaine. C'est toujours pareil. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils-là? Comment on les met effectivement au service plutôt on parlait de pédagogie, mais voilà, d'une pédagogie qui permet effectivement de bien se recentrer sur ce qui permet d'apprendre. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. Je suis pas certaine que ça nous freine sur la créativité en tant que telle. Et puis la créativité, moi je me souviens de l'école primaire, du collège, on n'avait pas d'IA, on commençait tout juste à avoir des ordinateurs. La question de la créativité s'est toujours posée. C'est pas une question qui s'est posée avec l'arrivée aussi des nouvelles technologies. Bien évidemment, on se pose la question de la créativité. Néanmoins, je pense que c'est une question qui s'est toujours posée, en fait, la créativité. Et puis, moi, j'ai au contraire l'impression... Alors maintenant, si on prend... effectivement, Louise nous dit « J'ai hâte de voir les nouvelles manières d'être créatif grâce à l'utilisation de ce genre de technologie. » Je suis entièrement... Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir comment on peut être... Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Mais typiquement, sur les modèles apprendre avec le digital. Tu vois, si on prend effectivement aujourd'hui, quels sont les grands modèles de diffusion des contenus digitaux? On a des plateformes, on a effectivement des LMS à l'origine, et puis ensuite on a des LXP. Donc les LMS, ça vous permet de diffuser des contenus digitaux, du e-learning, on va dire que je vais appeler classique, qui a tout à fait sa pertinence pour certains types de savoirs. Et puis aujourd'hui, tu as des nouvelles plateformes qui arrivent et qui proposent effectivement d'aller plus loin que de diffuser du contenu, mais de proposer des expériences d'apprentissage qui vont être personnalisées, individualisées. Ils vont vous parler d'adaptative learning. Baptiste, petit clin d'œil à Baptiste qui est là, mais dont c'est le sujet aujourd'hui et de recherche et de R&D sur comment est-ce qu'on utilise ces plateformes pour effectivement répondre à la promesse, parce qu'en fait c'est ça surtout, à cette fameuse promesse de pouvoir délivrer des contenus
spécifique, adapté aux besoins de compétences de chaque individu, en prenant en compte sa spécificité, sa manière d'apprendre, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ces outils-là, et c'est pour ça aussi, c'est le cas sur Knowledge, en tout cas, moi, ça m'intéressait pour ça, parce que je pense que ça permet effectivement de faire gagner du temps, ça permet surtout de nous, de passer au cran d'après, c'est-à-dire à l'étape supérieure, et de ne pas mettre toute son énergie sur de la création qui n'a pas forcément toujours une valeur ajoutée, mais plutôt de faciliter de la création effectivement d'outils qui vont aider les gens à apprendre. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à aller sur ces modèles-là, en fait? Parce que finalement, est-ce qu'on est prêt effectivement à considérer que les gens, on va leur mettre à disposition un espace de ressources et on va accepter qu'ils aient suffisamment d'autonomie, qu'on va accompagner quand même, pour pouvoir aller construire leur propre parcours de formation. Donc, je crois que c'est un peu ça aussi. La créativité, à mon sens, elle est plutôt des fois bridée par des modèles qu'on a aujourd'hui sur qu'est-ce qu'apprendre. Elle n'est pas bridée, à mon avis, par la technologie. Voilà. Et on peut effectivement en faire un usage qui est finalement très en deçà de ce qu'on pourrait en faire. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais... je te rejoins totalement là-dessus. Et puis, il faut aussi se dire... Je pensais à la curation de contenu, en fait. Tu peux expliquer curation? C'est trouver des contenus... sur un thème, sur un thème précis, et sélectionner ceux qui font le plus sens au regard peut-être d'objectifs pédagogiques, en tout cas dans le cadre de l'apprentissage. Je pense que tu connais Edflex. Donc c'est une plateforme qui fait de la curation de contenu et qui va identifier sur Internet, sur YouTube par exemple, des vidéos sur des sujets très précis, par exemple la créativité, des vidéos la pharmacovigilance, si je prends l'hôtel. Voilà. Donc sur des sujets très précis. Donc il y a des personnes sur YouTube, je pense qu'on a tous déjà appris quelque chose sur YouTube. Il y a des contenus sur Internet et aussi notamment sur YouTube pour apprendre. Et donc ça permet pouvoir récupérer, identifier ces contenus-là, les récupérer et les offrir en fait par exemple sur une plateforme, c'est ce que fait Edflex. Ça permet d'avoir une base de contenu qu'on peut effectivement apprendre, et cette base-là aussi, elle peut être enrichie, elle peut proposer des parcours. On est déjà sur un usage aussi, on peut utiliser de l'IA aussi pour faire ça, et ça permet en fait déjà d'aller dans cette étape supérieure que tu évoquais, où on propose des parcours déjà un petit peu plus personnalisés, on propose un contenu qui fait sens à un moment donné. C'est ça en fait le challenge aussi, c'est proposer un contenu dont l'apprenant a besoin au bon moment. Oui, c'est ça, c'est le au bon moment. C'est ça, c'est le bon contenu au bon moment, et ça c'est un challenge. Si on le fait manuellement, c'est hyper laborieux, c'est très compliqué. Si on utilise l'IA pour le faire, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement et effectivement de proposer aussi des expériences d'apprentissage beaucoup plus optimales par rapport à quelque chose qu'on ferait manuellement, tout en gardant, en fait, ça c'est un truc qui est très important, notamment chez Knowledge, garder l'humain dans la boucle. Donc l'idée, c'est pas de remplacer, c'est d'accompagner l'humain dans sa pratique et dans les changements potentiels de sa pratique. Et faire en sorte que on les empower, quoi. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est une frustration qu'on peut avoir aussi au travail, pouvoir exécuter ce qu'on souhaite exécuter. Et l'IA ici peut nous aider aussi. Le tout, c'est de l'avoir bien mis en place et de l'avoir bien orchestré dans ce sens-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le juste à temps aussi, parce qu'on pourrait se dire pourquoi finalement nous faire gagner du temps. Après tout... mais tu vois, des fois on veut gagner du temps pour gagner du temps et on n'en fait pas forcément quelque chose qui est plus... Donc pourquoi avoir des modèles d'apprentissage aujourd'hui qui nous permettent de gagner du temps, mis à part de dire que du temps c'est de l'argent, etc. Mais c'est pas que gagner du temps, c'est aussi que les ressources, elles arrivent au bon moment. Moi ça, je trouve que c'est assez intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut se former par exemple sur un sujet. On veut développer des compétences métiers sur un thème ou... et on en a besoin maintenant et c'est pas dans 6 mois et pas donc on a du coup aussi besoin d'avoir en fait des modèles de formation en fait qui sont flexibles en fait, et ils peuvent être flexibles. Donc flexible, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir me former donc à tout moment, pas forcément en présence parce que ou en présence ou à distance, etc. Donc ça c'était déjà
des choses, on va dire, en tout cas qui commencent à être un peu clarifiées aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que se former en présence et à distance. Et puis, ensuite, quand je suis inscrite à ma formation ou que j'ai trouvé effectivement l'écosystème dans lequel je vais pouvoir me former, il faut aussi avoir quelque chose qui soit adapté en termes de timing et de temps, c'est ça, à ce que moi, je suis en capacité de pouvoir dégager en fonction de mon planning, mes contraintes, etc. Et aussi en fonction de ce qui est demandé en fonction des enjeux de terrain aussi, de sa pratique. C'est-à-dire que si j'ai besoin de me former sur, je prends un truc tout con, sur Excel, parce que je dois faire des trucs très précis sur Excel, si la formation, l'entreprise met 6 mois à la mettre en place, parce qu'il faut les experts, qu'il faut les concepteurs pédas, médiatise, etc., que ça prend 6 mois. 6 mois après, moi, Excel, j'ai déjà été en fait, j'ai été voir sur Internet. Sur Internet, comment l'utiliser, quoi. Voilà. J'ai pris Excel, c'est vraiment l'exemple, voilà. Mais c'est vraiment ça aussi l'enjeu, c'est se dire, parfois, 3 mois sera nécessaire pour produire une formation. C'est pas forcément. Mais il y a souvent des moments où on peut proposer un contenu très rapidement parce que le besoin est maintenant et pas et dans 2, 3, 6 mois, 5 mois, enfin 1 an, le besoin aura évolué, voire changé totalement. Et donc c'est ça l'idée de apprendre au moment où on en a le plus besoin et proposer un contenu adéquat à ce moment-là. Et donc d'avoir aussi des environnements dynamiques qui nous accompagnent aussi, c'est ça en fait, de manière dynamique. Baptiste travaille, encore petit clin d'œil, sur la question de l'apprentissage adaptatif, mais dynamique en fait, et qui suit effectivement notre évolution. Des questions, alors il y en a pas mal là. Alors, générer des questions, ce serait top. Eh bien justement, est-ce qu'on peut générer des questions ? On peut générer des questions avec Knowledge, clairement. Ah oui, des flashcards, des questions ouvertes, des questions à choix multiples, avec des feedbacks immédiats, automatiques, des feedbacks informatifs. Tout ce qui est, honnêtement, tout ce qu'on retrouve en fait sur les plateformes LMS, LXP, tout ce que font les concepteurs PEDA au niveau de la création d'activités, c'est des choses qu'on peut totalement automatiser à partir d'un contenu source, d'une entrée en fait. Il faut une entrée, donc ça peut être une vidéo, ça peut être un texte, un PowerPoint. Et l'IA va comprendre le texte, va capturer la connaissance, va générer des activités pédagogiques qui font sens. Et il nous faut quand même des bases de connaissances qui sont assez structurées. Totalement. C'est ça en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, en fait, c'est basé sur des connaissances qui sont disponibles. Exactement. Parce que ces modèles, ils fonctionnent sur des données d'entrée quand même. C'est ça. Et absolument, il faut une donnée d'entrée qui est souvent textuelle, mais qui peut être qui est textuelle. C'est-à-dire que bon, même si c'est une vidéo, on fera du speech to text pour avoir du texte à la fin. Et c'est ça qui sera analysé. Et dans le cas de l'IFIS, par exemple, c'est capturer la connaissance des experts. Nos experts, ce qu'on a commencé à faire. Hein. Oui, exactement. Et donc les experts, ils sont précieux. Ils ont toute la connaissance, mais cette connaissance-là, elle est dans leur cerveau, il faut la capturer. Et donc, effectivement, récupérer. Donc, eux font l'effort, en fait, d'un moment donné, de sortir cette connaissance, de la formaliser. De la préstructurer. Exactement, de la cristalliser. Et cette connaissance-là peut être analysée par l'IA pour créer des activités pédagogiques. Donc là, c'est intéressant. Et puis les concepteurs PEDA, les ingénieurs PEDA aussi peuvent s'intéresser finalement au parcours, en fait, passer leur temps sur ce qu'ils aimeraient, je pense, beaucoup faire aussi. Oui, et à comment articuler toutes ces ressources, en fait, pour s'assurer que le parcours, en fait, il fasse sens, qu'il soit adapté, qu'il corresponde bien, en fait, aux compétences attendues. Et True False aussi, oui. Ça marche aussi. C'est passé vite. Texte à True, compagnie. Midi 30, 3. Ah oui. Ouh là là, on a dépassé le cap. On se demandait ce matin, est-ce qu'on serait assez en forme pour papoter, mais tu reprends pour papoter. On espère que ce premier Twitch dédié au sujet, en tout cas, vous a intéressé, questionné, vous donne envie même d'aller peut-être un peu plus loin sur le sujet. Avec Nejma, on va vous proposer un autre rendez-vous sur le sujet. On va aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on va sans doute
vous faire une petite démo pour essayer de voir. Je pense que ça serait chouette avec pour plaisir. montrer justement, Oui. parce que bon là, c'est quand même bien aussi les images. On a parlé du langage. Alors moi j'aime la langue et donc le langage, mais c'est vrai qu'on pourra vous montrer. On fera une petite démo, même sur des contenus, pourquoi pas des petits contenus réglementaires. Tiens, ça peut être sympa. Avec plaisir. Pour essayer de confronter tout ça à la réalité du terrain. Et puis, poursuivre les réflexions avec vous. Voilà. Hein, je pense que ça peut être... Avec plaisir. On vous tient au courant très vite de la prochaine date sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir été présent. C'est super. Et puis, on vous dit à très, très vite. Et effectivement, Louise a raison, on a encore plein de belles choses à partager avec vous en 2023. Merci à tout le monde. Salut. Merci Nejma. Merci Nora.